En une seule nuit, 2 chiffres se croisent et brisent une sensation de contrôle. Leur écart, discret puis brutal, contredit les prévisions et expose une vulnérabilité mesurable au cœur du Burkina Faso, comme si le risque changeait d'échelle sans avertir. Que signifie pour chacun cet intervalle invisible lorsque Ibrahim Traoré exige que rien, même minime, ne passe sous le radar collectif et que chaque poste consigne l'intensité, la durée, la direction? À partir de là, la carte du danger se redessine chiffre après chiffre, jusqu'aux couloirs les plus centraux du pouvoir. L'analyse part d'un constat simple. Quand des micro-variations deviennent régulières, elles cessent d'être du bruit et commencent à former une structure. Vous saurez lire les signaux faibles avant qu'ils n'escaladent vraiment. L'enjeu dépasse une alerte ponctuelle, car l'écart entre intensification et prévision modifie la notion même de sécurité opérationnelle. Ce qui semblait sous contrôle devient une zone où chaque minute, chaque intervalle, chaque répétition compte. Dans cette lecture, les chiffres ne sont pas des ornements, ils deviennent des repères qui obligent à trancher entre prudence administrative et décision rapide, au risque de se tromper de tempo. La promesse est donc d'ordonner les indices, d'expliquer comment ils ont été croisés, alignés, comparés et de montrer pourquoi la méthode imposée par Ibrahim Traoré a transformé des fragments dispersés en schémas cohérents. Et au fond, une question s'impose d'elle-même. Si l'on accepte que ces signaux persistent, quel seuil bascule en premier? En moins de 48 heures, une anomalie locale devient un indice mesurable d'activité aérienne ciblée, signalé par 3 rapports distincts issus de zones éloignées. Ce chiffre change tout. Il ne s'agit plus d'un incident isolé, mais d'une répétition suffisamment dense pour forcer une lecture stratégique. Au départ, chaque relevé paraît banal. Une intensité légèrement supérieure, une durée un peu plus longue, une direction qui varie à peine. Pris séparément, ces éléments restent trop faibles pour déclencher une alerte nationale. Mais lorsqu'ils sont alignés sur une même échelle temporelle, un motif commence à apparaître. La répétition crée une structure. La structure impose une interprétation. Et l'interprétation raccourcit le temps de décision. C'est précisément dans ce glissement que le contexte prend sens. Les avant-postes consignent chaque variation sans savoir encore ce qu'elle annonce. Les tableaux se remplissent lentement, les horaires se superposent, les écarts, d'abord négligés, deviennent comparables. Cette accumulation transforme la perception du risque. Ce n'est plus le signal qui inquiète, c'est sa régularité. Une chaîne causale se dessine alors, presque silencieuse. Signaux faibles, convergence progressive, densité critique. Lorsqu'Ibrahim Traoré demande que les données soient de croisées et comparées, il rompt avec une inertie prudente déjà installée. Le temps n'est plus un simple décor, mais un indicateur central. Les plages horaires, répétées, incompatibles avec des phénomènes civils, déplacent l'analyse vers une hypothèse intentionnelle. Le risque cesse d'être abstrait, il devient mesurable. Pourtant, au niveau central, la réticence demeure. Trop fragmentaire, trop dispersée, trop technique, disent certains. Cette hésitation révèle un contraste clé. Pendant que l'échelon intermédiaire temporise, les unités locales voient déjà une mécanique émerger. Une intrusion progressive, méthodique, guidée par l'observation plutôt que par le hasard. C'est ici que la question suspendue depuis le début trouve un premier élément de réponse. Comment 2 chiffres anodins peuvent-ils annoncer un basculement? Parce qu'ils ne valent rien seuls, mais tout lorsqu'ils révèlent une cohérence cachée. Et cette cohérence, une fois reconnue, redessine l'ensemble du paysage du risque national. Pour comprendre comment les anomalies commencent à peser concrètement, il faut déplacer le regard vers ceux qui opèrent au plus près du terrain.
Ce sont eux qui transforment des signaux ténus en éléments exploitables bien avant toute centralisation. Leur rôle n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Observer, consigner, comparer, sans savoir encore si ces fragments formeront un jour un tout. Un premier microcas apparaît dans une zone réputée calme. Une équipe locale relève une variation courte répétée à plusieurs jours d'intervalle. Isolée, l'observation semble anodine. Mais notée avec précision, heure, durée, intensité, elle devient un jalon. La répétition suggère une régularité incompatible avec un simple bruit technique. Un second microcas affine la lecture. Près d'une installation sensible, une patrouille enregistre une intensité légèrement croissante sur 3 nuits successives. La progression est faible, presque imperceptible, mais sa constance impose une question nouvelle. Et si cette montée suivait une intention plutôt qu'un aléa? Là encore, ce n'est pas le chiffre qui alerte, mais sa persistance. Ces équipes de terrain deviennent alors des personnages guides. Elles ne se contentent pas de détecter. Elles donnent une cohérence précoce à des fragments jugés trop dispersés par les niveaux intermédiaires. Leur capacité à relier des points avant qu'ils ne deviennent critiques modifie l'équilibre de l'analyse. À mesure que ces impacts s'accumulent, une évidence se dessine pour l'observateur. La vigilance locale devant souvent la réaction centrale. Et lorsque cette vigilance est reconnue et structurée, comme l'exige ensuite Ibrahim Traoré, elle change la temporalité même de la décision. Au final, une chose devient limpide. Ce qui est vu tôt pèse plus lourd que ce qui est vu tard. Tout commence par une succession d'apparitions nocturnes que les équipes avancées signalent presque machinalement. Chaque événement pris isolément semble banal, rien qui justifie une alerte immédiate. Pourtant, la répétition intrigue. Les relevés montrent une fréquence légèrement supérieure aux nuits précédentes, puis un intervalle qui se réduit. Un motif discret apparaît, fragile encore, mais impossible à ignorer. Les trajectoires ne sont ni parfaitement identiques ni suffisamment différentes pour être attribuées au hasard. Une cadence s'installe. À ce stade, l'activation est silencieuse. Les opérateurs consignent chaque variation, même minime. Les journaux s'épaississent, les tableaux s'alignent. Dans ce climat d'observation intense, Ibrahim Traoré examine une première superposition des données. Un détail attire son attention. L'intervalle temporel diminue très légèrement d'une nuit à l'autre. Ce glissement, presque invisible, évoque une montée en cadence, une progression contrôlée. Le signal cesse d'être passif, il devient dynamique. Puis la séquence change d'échelle. Les signaux convergent, ils s'alignent autour de zones sensibles, dessinant un schéma géométrique inédit pour les techniciens. Les appareils supposés modifient leur comportement. Ils descendent à des altitudes plus basses, accélèrent, ralentissent, reprennent de la vitesse. Leur trajectoire évoque une reconnaissance ciblée. Les unités au sol rapportent des mouvements rapides, difficiles à distinguer à l'œil nu, mais suffisamment marqués pour être consignés avec précision. Le point de bascule arrive lorsque les communications se resserrent. Les postes échangent en continu. Un dispositif improvisé se forme. Chaque modification doit être transmise immédiatement. C'est dans cette tension que Ibrahim Traoré décide d'aligner les réseaux de surveillance en une seule chaîne cohérente. La consigne est claire. Abandonner l'observation passive et anticiper chaque apparition. En quelques heures, le système devient plus compact, les angles morts se réduisent, la lecture du ciel gagne en continuité. L'escalade atteint son apogée lorsque 3 signatures distinctes apparaissent simultanément dans des zones éloignées. Leurs trajectoires convergent, leur rythme s'intensifie, leur altitude fluctue selon un motif calculé. Les observations se croisent, la pression monte.
Les équipes savent que la fenêtre de décision se réduit. Lorsque les premières confirmations visuelles arrivent, la séquence finale est déjà engagée. Les appareils adoptent une cadence identique. Approche rapide, descente progressive, tentative d'évitement, rectification. Le verrouillage s'effectue selon une chaîne précise. Acquisition, confirmation, neutralisation. 6 minutes suffisent. Les trois appareils sont détruits. L'effet est immédiat. La progression s'interrompt net. Les résonances se lisent aussitôt. Le contraste entre la ligne de base, presque vide quelques jours plus tôt, et la densité finale des signaux est frappant. Les relevés sporadiques du début deviennent un corpus continu. La transition est totale, d'un environnement faiblement perturbé à un état de surveillance répétitive et ciblée. Pour Ibrahim Traoré, la séquence laisse une leçon claire. Une intrusion peut être stoppée, mais seulement si chaque micro-signal est replacé dans une dynamique globale. La ligne de base, au départ, est presque vide. Quelques relevés épars, une activité faible, des signaux jugés trop intermittents pour former un tableau exploitable. Puis, le delta apparaît en moins de 48 heures, lorsque les mesures se densifient, se répètent et s'alignent, transformant un registre pauvre en corpus structuré. Ce basculement quantitatif change la nature même de l'analyse. Le premier indicateur concret survient avec l'interception d'un appareil à 2000 mètres d'altitude. Cette valeur n'est pas anodine. Elle correspond à une couche aérienne difficilement perceptible à l'œil humain, souvent privilégiée pour une reconnaissance discrète. Dans ce contexte, et 2000 mètres deviennent une preuve. Le réseau recalibré a détecté une menace conçue pour rester hors du champ visuel. L'altitude révèle aussi une intention d'observer les réactions plutôt que de produire un effet immédiat. Le second indicateur apparaît avec un autre appareil neutralisé à 1500 mètres. La baisse nette d'altitude suggère une adaptation tactique face à la surveillance locale. Il ne s'agit plus de survoler, mais de tester une zone différente pour contourner les fréquences désormais actives. Le passage de 2000 à 1500 mètres exprime une exploration méthodique du relief opérationnel. Cette variation démontre que la menace n'est pas statique, mais capable d'ajuster sa posture en fonction des réponses observées. Le troisième indicateur s'impose avec un appareil repéré puis verrouillé à 1800 mètres. Cette altitude intermédiaire inscrit le mouvement dans une logique de test supplémentaire. L'appareil adopte une trajectoire instable, modifie son axe à plusieurs reprises et tente une fuite improvisée. Cette irrégularité trahit une réaction sous contrainte imposée par la précision croissante des relevés. Ici, la mesure n'indique pas seulement une hauteur, mais un rapport de force en train de se déplacer. À ces trois altitudes s'ajoute un repère transversal, une vitesse enregistrée autour de 400 km par heure. Cette cadence appartient à la fourchette typique des drones de surveillance avancée. Elle laisse peu de marge de réaction, surtout lorsque les opérateurs doivent analyser des fragments de données avant d'autoriser un verrouillage. Pourtant, malgré cette contrainte, les équipes parviennent à synchroniser leurs observations et à réduire le délai entre détection et neutralisation. La vitesse cesse alors d'être un avantage pour l'intrusion et devient un facteur de stress pour l'opérateur extérieur. Pris ensemble, ces chiffres racontent une histoire cohérente. Ils montrent comment un environnement initialement peu perturbé passe à un état de surveillance dense et ciblé. Chaque mesure ajoute une couche d'intelligibilité à la dynamique adverse. Ce ne sont plus des valeurs isolées, mais des points reliés par une méthode. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative confirme une intuition centrale. La montée en compétence ne provient pas d'un avantage matériel spectaculaire, mais d'un travail patient sur les micro-indices. Le delta observé ne tient pas à un seul chiffre, mais
à leur alignement dans le temps. C'est cette cohérence mesurée qui transforme l'alerte en décision. Dès la neutralisation des trois appareils, deux lectures opposées émergent et s'imposent avec une cohérence interne suffisante pour mériter un examen sérieux. La première, portée par plusieurs analystes extérieurs, soutient que la réussite observée ne prouve pas une montée en compétences, mais révèle surtout les limites des engins intrus. Selon cette lecture, les appareils auraient opéré en mode restreint sans exploiter leur capacité maximale. Leurs altitudes et leur vitesse, jugées conventionnelles, auraient facilité leur détection. L'issue rapide serait alors un artefact, le résultat logique d'un matériel sous-employé et non la preuve d'une méthode robuste. La seconde lecture adopte une posture plus nuancée. Elle reconnaît la performance mais en relativise la portée. Les partisans de cette analyse estiment que la coordination observée repose sur une mobilisation exceptionnelle des unités locales, difficile à maintenir dans la durée. Les ajustements techniques efficaces dans ce cas précis seraient encore fragiles à long terme. Dans cette optique, la solidité apparente masquerait une vulnérabilité structurelle propre à des forces disposant de ressources limitées. Le succès serait réel mais ponctuel. Ces deux raisonnements partagent un point commun. Ils minimisent le rôle de la méthode. Or, un examen attentif des données récoltées vient fissurer cette hypothèse commune. Les variations d'altitude de 2000 à 1500 puis à 1800 mètres indiquent clairement une adaptation progressive des appareils en fonction du champ de détection. Une telle modulation contredit l'idée d'un vol négligent ou passif. Elle suggère, au contraire, une tentative réelle d'évitement. De même, la vitesse enregistrée autour de 400 km/h n'évoque pas une expérimentation prudente, mais une manœuvre sérieuse conçue pour réduire les fenêtres de réaction. Enfin, la synchronisation des postes, même improvisés, démontre qu'un réseau contraint peut devenir cohérent lorsqu'il s'appuie sur l'analyse systématique des micro-signaux. C'est précisément cette logique qu'Ibrahim Traoré a imposée. Aligner, comparer, superposer. L'opération ne prouve pas que tout est acquis. Elle établit autre chose, plus précis. Ici, le facteur déterminant n'a pas été la chance, mais la méthode. Et soudain, un détail change l'angle de lecture. Les trajectoires, longtemps interprétées comme des approches isolées, y révèlent une synchronisation nette. Les altitudes ne forment plus un escalier irrégulier, mais un test en trois phases, pensé pour mesurer la profondeur réelle du dispositif burkinabé. Les valeurs 2000, puis 1500, puis 1800 mètres cessent d'être de simples variations techniques. Elles dessinent une procédure. Chaque passage correspond à une couche différente du réseau, comme si l'opérateur extérieur cherchait à cartographier les seuils de réaction. Le pays n'était pas seulement observé, il était évalué. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré comprend que l'objectif dépasse la reconnaissance territoriale. La séquence vise la posture nationale, déterminer à quel moment les unités basculent de l'observation à la neutralisation et comment cette bascule se produit. Le temps, déjà central, devient alors l'indicateur clé. Cette révélation modifie l'interprétation globale. La neutralisation rapide n'interrompt pas seulement une intrusion, elle coupe court à une phase de test méthodique. À partir de là, la question n'est plus de savoir si une menace existait, mais ce qu'elle cherchait réellement à mesurer. Au niveau de l'État et des institutions, l'effet est immédiat. La neutralisation rapide des trois appareils reconfigure la perception interne du risque aérien. Ce qui relevait d'une vigilance théorique devient une capacité démontrée. Les chaînes de décision, souvent jugées trop lentes, gagnent en crédibilité lorsque l'alignement des données produit une action mesurable. Pour les autorités, l'épisode valide une méthode, comparée, superposée,
décider sans attendre la certitude absolue. Ibrahim Traoré y voit la confirmation qu'une lecture rigoureuse des microsignaux peut compenser des contraintes matérielles persistantes. Pour les unités techniques et opérationnelles, la conséquence est plus tangible encore. Les ajustements réalisés en urgence, recalibrage, synchronisation, échange continu, prouvent leur efficacité face à des variations d'altitude et de vitesse exigeantes. Les équipes découvrent que la précision méthodologique réduit le stress opérationnel, même lorsque la fenêtre d'action est étroite. La capacité à suivre des trajectoires à 2000, 1500 et 1800 mètres, malgré une cadence élevée, devient une référence interne. La réussite renforce la discipline de consignation et l'attention portée aux égards faibles. Du côté des populations locales, l'impact est surtout perceptif. Longtemps, les signaux rapportés par les civils semblaient se dissoudre dans des circuits administratifs opaques. Ici, la réaction visible change la relation entre observation et réponse. L'idée que des relevés modestes puissent contribuer à une décision rapide réduit la distance entre vigilance citoyenne et action nationale. Cette confiance nouvelle ne se construit pas sur un discours, mais sur un enchaînement de faits observables, dont la neutralisation en 6 minutes constitue le point d'ancrage. À l'échelle régionale et internationale, enfin, l'événement agit comme un signal politique. Les observateurs extérieurs réévaluent les capacités burkinabées non pas en termes d'équipements lourds, mais de méthode. Cette révision produit un double effet. D'un côté, elle dissuade certaines intrusions opportunistes et est désormais consciente que les micro-variations sont interprétées. De l'autre, elle suscite des interrogations chez des partenaires habitués à un Burkina Faso perçu comme dépendant d'une assistance technique extérieure. La démonstration d'autonomie méthodologique rebat les cartes. Pris ensemble, ces 4 niveaux dessinent une conséquence centrale. La souveraineté ne se manifeste pas seulement par la force visible, mais par la capacité à transformer des fragments en décisions collectives. En imposant cette logique, Ibrahim Traoré déplace le centre de gravité de la défense aérienne, du matériel, vers l'interprétation. Le gain n'est pas spectaculaire, mais durable, car il repose sur une pratique reproductible. La question qui s'ouvre alors est simple et exigeante. Jusqu'où cette méthode peut-elle remodeler l'équilibre entre observation silencieuse et réaction assumée? Dans un scénario de base, la dynamique observée se consolide sans rupture majeure. La vigilance reste élevée, les procédures affinées lors de la neutralisation sont intégrées au fonctionnement courant et les équipes poursuivent un ajustement progressif des outils existants. Les intrusions ne disparaissent pas nécessairement, mais leur coût augmente pour les opérateurs extérieurs, conscients que les signaux faibles sont désormais interprétés. Dans ce cadre, la posture nationale gagne en épaisseur sans entrer dans une course technologique risquée. La méthode prime et la continuité devient un facteur de dissuasion silencieuse. Dans un scénario optimiste, l'effet d'entraînement dépasse le cadre strictement national. Les ajustements techniques se stabilisent, les cycles de recalibrage deviennent réguliers et l'analyse des micro-variations s'inscrit dans une routine maîtrisée. Cette approche, fondée sur l'interprétation plutôt que sur l'accumulation d'équipements lourds, attire l'attention de partenaires régionaux. Des échanges de pratiques émergent, des comparaisons de relevés s'organisent et une coopération discrète se met en place autour de la gestion de l'espace aérien. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré voit sa méthode se transformer en référence régionale, renforçant l'autonomie collective face aux tentatives d'observation extérieure.
Le scénario pessimiste, lui, repose sur une adaptation adverse plus rapide que prévu. Les opérateurs extérieurs tirent les leçons de l'épisode et modifient leurs pratiques. Altitudes irrégulières, vitesse non linéaire, signatures plus furtives. Le réseau, bien qu'amélioré, atteint ses limites face à des schémas plus complexes. Les équipes doivent alors choisir entre une montée en investissement coûteuse ou l'acceptation d'une surveillance diffuse plus difficile à contrer. La pression s'accroît et la méthode, sans renfort adapté, risque de s'éroder avec le temps. Plutôt que de désigner un vainqueur parmi ces trajectoires, une clé de lecture s'impose. Si les signaux continuent d'être collectés, comparés et discutés, alors chaque scénario reste réversible. Si, au contraire, la vigilance se relâche ou se rigidifie, les marges d'action se réduisent. La question n'est donc pas de prévoir l'avenir, mais de maintenir la capacité à lire ce qui change. Au-delà des schémas stratégiques, les événements produisent un effet plus discret mais profond sur ceux qui les observent de loin. Pour une partie de la population, longtemps confrontée à une insécurité perçue comme diffuse et incontrôlable, la rapidité de la réaction modifie le rapport au risque. Les signaux relevés sur le terrain ne semblent plus disparaître dans des circuits opaques. Ils peuvent, dans certains cas, déboucher sur une décision visible. Cette perception ne supprime pas l'inquiétude, mais elle redonne un sens à l'attention portée aux détails. Chez les jeunes, l'impact prend une autre forme. La séquence montre que l'efficacité ne dépend pas uniquement d'équipements spectaculaires, mais d'une logique de précision, de coordination et d'adaptabilité. L'analyse des micro-variations, la capacité à relier des fragments deviennent des cas en sonde des compétences valorisées. Beaucoup y voient un modèle accessible, où l'engagement passe par la rigueur et la méthode plutôt que par la démonstration de force. Pour les acteurs locaux, notamment ceux qui vivent ou travaillent à proximité de zones sensibles, la lecture quotidienne des anomalies change de nature. Les altitudes de référence, 2000, 1500, 1800 mètres, cessent d'être des abstractions techniques. Elles deviennent des repères tacites, rappelant qu'un détail apparemment mineur peut s'inscrire dans une chaîne décisive. Cette compréhension transforme la vigilance. Elle n'est plus fondée sur la peur, mais sur la pertinence de ce qui est observé et transmis. À travers ces trois regards, une idée commune émerge. Lorsque l'attention individuelle trouve un écho collectif, elle cesse d'être un poids. Elle devient une ressource distribuée. En structurant cette logique, Ibrahim Traoré ne s'adresse pas seulement aux institutions, mais à un public plus large, invité à comprendre que la sécurité ne repose pas sur l'ignorance du risque, mais sur la capacité à le lire. Transformer une réussite ponctuelle en capacité durable exige une structure lisible fondée sur des étapes mesurables plutôt que sur des déclarations générales. C'est dans cette logique qu'Ibrahim Traoré inscrit la suite en privilégiant le rythme, la clarté et l'évaluation continue. Première étape, unifier la collecte des signaux. Les unités locales transmettent leurs relevés dans un cadre commun avec des formats comparables et des délais resserrés. L'objectif n'est pas d'accumuler plus de données, mais de rendre visibles les répétitions et les écarts. Le critère de réussite se mesure à la rapidité avec laquelle des variations similaires à celles observées précédemment sont détectées et rapprochées. Deuxième étape, renforcer la formation technique ciblée. Des modules courts expliquent comment interpréter les micro-anomalies sans alourdir la charge opérationnelle. L'indicateur clé devient le temps nécessaire pour confirmer ou infirmer un signal suspect, en évitant à la fois la précipitation et l'inertie. Troisième étape, institutionnaliser le recalibrage du réseau. Ce qui fut une réponse d'urgence devient une routine planifiée. Les ajustements périodiques s'appuient sur les relevés cumulés. Le succès se lit dans la réduction du délai entre détection, verrouillage et transmission,
sans perte de précision. Quatrième étape, formaliser les protocoles de réaction. Chaque équipe dispose d'une chaîne d'action documentée, de la première alerte à la neutralisation. La fluidité des communications sert de mesure principale car elle conditionne tout le reste. Enfin, intégrer les civils comme capteurs périphériques. Un canal simplifié permet de recueillir des observations pertinentes sans saturer le système. Pour Ibrahim Traoré, cette inclusion complète la méthode. Une vigilance distribuée, structurée et mesurable. La question devient alors concrète. Cette feuille de route peut-elle maintenir l'avance acquise lorsque les signaux changeront de forme? Revenir aux premiers micro-cas observés par les équipes locales éclaire tout le chemin parcouru. Ces variations ténues, longtemps jugées trop faibles pour être significatives, constituent désormais le fil conducteur de l'ensemble de la séquence. Ce sont elles qui ont permis de comprendre la logique méthodique des intrusions et d'en révéler la cohérence cachée. Rien n'était spectaculaire au départ. Tout reposait sur l'attention portée à des fragments modestes. En donnant du poids à chaque relevé, Ibrahim Traoré a transformé ces signaux faibles en colonnes vertébrales stratégiques. Il n'a pas cherché l'effet d'annonce ni la démonstration visible. Il a privilégié l'alignement patient, la comparaison rigoureuse, la constance dans l'observation. Cette approche rappelle que la souveraineté ne naît pas toujours d'un geste éclatant, mais d'une somme d'actes tenus dans la durée. Pour les opérateurs de terrain, pour les civils qui ont transmis une anomalie jugée secondaire, pour ceux qui ont vécu cette séquence comme un tournant silencieux, une évidence s'impose progressivement. La cohérence finit par produire sa propre force. Elle relie le début discret à l'issue décisive. Dans ce rappel, l'émotion ne vient pas de la victoire elle-même, mais de la méthode qui l'a rendue possible. Et si ce motif initial devait être retenu, ce serait celui-ci. Ce qui est observé avec rigueur finit toujours par compter. La portée de cette séquence dépasse largement son cadre technique. Elle suggère qu'un pays peut renforcer sa position sans multiplier les démonstrations visibles, simplement en apprenant à lire ce qui jusque-là semblait négligeable. Les micro-signaux, lorsqu'ils sont observés, partagés et comparés, deviennent un langage commun. Ils permettent de transformer l'incertitude en compréhension progressive, puis en décision assumée. Dans ce mouvement, chacun occupe une place. Les institutions structurent. Les équipes techniques interprètent. Les acteurs locaux observent. Les citoyens signalent. Cette articulation ne supprime pas le risque, mais elle en change la nature. Le danger n'est plus seulement subi, il est analysé. Et cette capacité à analyser collectivement constitue déjà une forme de souveraineté. Ibrahim Traoré a mis en avant une idée simple mais exigeante. La vigilance n'est pas une posture figée, c'est une pratique. Elle demande de la curiosité, de la discipline et une acceptation du doute. Rien n'est jamais définitivement acquis, mais chaque lecture partagée élargit les marges d'action. Face à ces transformations silencieuses, une question demeure ouverte, adressée à chacun. Quelle attention accordons-nous aux signaux faibles qui dessinent le monde à venir?